Bonjour à tous, merci d'être présent à cette session. Donc nous vous proposons de faire l'histoire de K8, 5 ans d'historique K8S à la DSI Pôle emploi. Voilà, donc je me présente, je suis Laurent Nocus, je suis Product Owner des plateformes K8S à la DSI Pôle emploi. Et moi je suis Daniel Benisti, je suis Platform Engineer dans l'équipe plateforme. Voilà donc les thématiques qu'on va aborder avec vous. On va commencer par un petit point de situation pour vous montrer où on en est aujourd'hui en termes de déploiement K8S. On va vous donner un petit peu de contexte sur notre DSI, qui nous sommes. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous faire l'historique de ces 5 années, avec les différentes étapes. Pour, à l'issue de ces 5 années, vous présenter tout ce qu'on a pu tirer comme enseignement par rapport à ça, autour des enjeux, de la valeur que peuvent être, les valeurs qui peuvent être portées par cette plateforme, tout ce que ça a nécessité en termes de transformation des pratiques au niveau des équipes. Et ce qu'on a voulu souligner aussi, c'est ce qu'on a estimé être les facteurs de réussite qu'on voulait aussi vous partager. Et on reviendra à la fin sur repréciser tout ce qu'il y a autour du déploiement K8S en termes d'écosystème, tous les produits qui sont utilisés dans notre système d'information. Et on se projettera, on vous donnera un petit peu de visibilité sur ce qu'on compte faire après, à partir de demain. Voilà. Ce premier schéma, là, pour vous illustrer un petit peu le parcours. Donc voilà, on a relevé un certain nombre de métriques, notamment donc, le nombre de pods déployés depuis 2019, donc date à laquelle on a commencé à relever ces métriques-là. Vous voyez que 2019-2020, en termes d'adoption, on a commencé tranquillement. Voilà, il y a eu une amplification de l'adoption à partir de 2020, plutôt 2020, et une montée croissante régulière en fait, jusqu'à aujourd'hui, donc début d'année 2023, avec plus de 20 000 pods déployés à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans notre système d'information. Donc un mot sur notre DSI. Donc, le DSI, c'est 3000 collaborateurs répartis sur 12 sites en France. Donc, un site de production principal, des sites de développement, de services, un site de backup. Notre informatique est presque exclusivement on-premise. Tout est géré en intérieur dans nos data centers. On délivre donc nos services informatiques aux 58 000 agents de Pôle emploi, mais aussi à destination donc, des demandeurs d'emploi et des employeurs. Donc pour la partie la plus visible, Pôle emploi.fr, à titre d'indication, ça représente plus de 470 000 visites, 470 millions de visites par an. Et c'est là que débute notre histoire, Kubernetes. Donc, notre histoire, c'est un peu comme dans une majorité d'entreprises. On a commencé avec le mainframe, il y a longtemps. C'est hors cadre, d'accord. Il y a vraiment longtemps, quoi. Puis les AIX sont arrivés, les Linux sur des machines physiques. Puis on a commencé à jouer avec des VM, mais c'était que pour jouer, enfin c'était pour tester, etc. Puis les VM sont passés en production. Et naturellement, est arrivé Docker. En 2016, on déploie une première application avec Docker en standalone, une GED, notre GED. Bon, il y a quand même 1 milliard de documents, donc il y a quelques documents quand même. Bon, on va dire que ça se passe plutôt bien. C'est une approche assez technique. Et l'année suivante, on essaie de monter un peu en puissance. Et on veut faire du cluster. Donc naturellement, à ce moment-là, c'était plutôt Swarm, Docker Swarm. Donc on a fait du Docker Swarm. Là, on a fait d'autres workloads un peu plus techniques. Bon. Et là, ça nous a permis d'avoir un peu d'expérience dans le domaine des clusters et de la gestion des clusters et des services qu'on pouvait apporter. Et c'est là qu'arrive le projet TMJ. Tu gardes la main ? Ok, ouais. Pas de problème. Merci. Donc, comme vous l'expliquait Daniel, effectivement, donc, 2017, Swarm, une approche très technico-technique.
Donc c'est en 2018 que débute véritablement la démarche, l'expérience TMJ, avec une volonté donc, de passer à l'échelle sur des technologies de conteneurisation et de microservices. Ah, écran blanc, écran noir. Merci. Donc, et aussi une volonté d'embarquer davantage les équipes de développeurs. Donc pour ça, il a fallu trouver une solution qu'on puisse déployer facilement dans notre écosystème Pôle emploi, basé principalement sur des solutions vSphere, VMware. Et donc on s'est tourné vers, à l'époque, Pivotal, donc, qui a été racheté depuis par VMware et donc qui a été renommé, qu'on appelle maintenant Tanzu, qui proposait deux solutions. Une solution basée sur K8S, donc PCS, PKS, qui est devenu TKGI entre-temps, et une autre solution basée sur Cloud Foundry, qui s'appelait PaaS à l'époque et qui s'appelle aujourd'hui TaaS. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie contexte technique. Alors on va me dire qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme TMJ. TMJ, livré au bon rythme, T comme trimestriel, M comme mensuel, J comme journalier. Donc c'est les différents rythmes de livraison qui existent à la DSI de Pôle emploi. Avant, TMJ était exclusivement sur un rythme trimestriel, donc 4 fois par an, des grosses livraisons applicatives en week-end avec interruption de service. Et le lundi matin, quand on réouvrait les services, c'était souvent très compliqué, de fortes perturbations et donc un fort niveau d'insatisfaction. Donc TMJ, l'ambition c'est, au-delà de la partie technique, que je vous ai précisé tout à l'heure, c'est surtout aussi de transformer nos pratiques pour aller vers une approche CI/CD, pour livrer plus petit, plus souvent, avec... C'est pas grave, on s'adapte, blanc, noir, avec une haute qualité de livraison. Donc ces plateformes qu'on met à disposition, c'est un levier quelque part à ces transformations des pratiques pour l'ensemble des équipes de développeurs. Voilà pour le début de notre grande aventure. Et en 2019, ça marche là, vous m'entendez? Oui, oui. Première application critique qu'on a mis en production d'ailleurs. C'est une application de gestion des activités et de pilotage. Et cette application est utilisée à l'époque par 25 000 agents en agence. Et donc, on bascule, comme d'habitude, un week-end, on bascule sur Kubernetes. Et le lundi, on allume, il n'y a rien qui marche. Catastrophique. 25 000 personnes dans le noir, plus rien qui marche, quoi. Donc on essaie de se calmer, on se pose, et on analyse un peu tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'application à l'origine, c'est une application qui est tournée sur des VM, sur des grosses VM avec beaucoup de mémoire, beaucoup de CPU. Et nous, naturellement, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, on va faire pareil. Lorsqu'on a basculé sur des pods, on a fait des gros pods avec beaucoup de mémoire. Ça ne marche pas. Ne faites pas ça. Voilà. Donc, on a revu tout ça. Donc, on a retuné Elasticsearch, on a tuné les pods. Bon, le bilan, 4 fois moins de ressources utilisées, un temps de réponse meilleur que sur la plateforme, une résilience by design. On est sur K8S, donc on est résilient. C'est-à-dire quand il y a un pod qui tombe, il y a un autre qui vient faire coucou, pas de problème. Donc tout a bien marché en fait. Mais ça nous a beaucoup appris en fait sur, on fait plus petit, on essaye de faire du scaling vertical. Dans notre petite histoire, donc on arrive en 2020. 2020, comme on l'a vu tout à l'heure dans le niveau d'adoption des plateformes K8S, on voit arriver un nombre assez important de pods. Donc de plus en plus d'équipes produits, d'équipes de développement qui utilisent ces plateformes. Et là, on était confronté à deux difficultés. Difficulté sur le fait que de plus en plus, les utilisateurs nous remontaient des dysfonctionnements qu'on ne diagnostiquait pas nous-mêmes, en fait. Premier défaut.
Et deuxième difficulté, on avait une volonté de faire monter de version assez régulièrement ces environnements, changement de version au niveau K8S, et souvent, donc des impacts aussi au niveau des utilisateurs. Donc la priorité a été donnée sur cette période, là, 2020. On a énormément travaillé avec l'accompagnement de Tanzu Pivotal pour mettre en place une observabilité pertinente, un alerting pertinent, parce que toute la difficulté de l'alerting, on est soit submergé par les alertes ou il n'y en a pas assez. Et donc de aussi travailler énormément sur la partie automatisation, répétabilité des montées de version en y incluant des tests. Donc l'objectif pour nous, c'était que toutes ces montées de version deviennent des non-événements, voilà, que ce soit sans impact, et qu'on puisse, donc en termes d'observabilité et d'alerting, d'être proactif, que ce soit plus les utilisateurs qui nous préviennent d'un quelconque dysfonctionnement. Et dans la prolongation de ces travaux sur l'observabilité, on est allé un petit peu plus loin. On a, en s'appuyant sur une approche SRE. Donc, SRE, l'acronyme anglais, là, j'essaie de le traduire en français, qui n'est pas forcément évident, mais c'est l'ingénierie donc de fiabilité des sites. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en fait, c'est la mise en place d'indicateurs basés sur le fonctionnement de nos plateformes. Ces indicateurs nous permettent de calculer donc, des taux de disponibilité, et à partir de ces taux de disponibilité, de fichiers d'erreur budget qui nous permettent de dire si on peut faire des opérations de montée de version qui peuvent impacter les utilisateurs ou pas. Et pour illustrer tout ça, je vais repasser la main à Daniel. Je vais voir si ça marche. Voilà. Parfait. Donc, là, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc là, c'est notre dashboard. Donc, on est en réel. Vous voyez, il y en a un qui ne va pas très bien. Bon. Donc, ça, c'est sur le SLO. En fait, c'est sur 28 jours glissants. Donc, il y a eu un jour, il y a eu une panne. Grâce à ça, on peut, c'est comme ça, voilà. Voilà. On a l'erreur budget qui est calculée pour chaque cluster. L'erreur budget, c'est que nous, on garantit 99%, par exemple, là, dans ce cadre, dans ce dashboard, on garantit 99% de disponibilité. Ça veut dire qu'on a le droit, et on doit l'utiliser. On a le droit d'être en panne pendant 6h43 minutes. C'est bien. Bon, sauf sur celui-là. Là, ouais, ça ne s'est pas très bien passé, quoi. Alors, il y a deux solutions. Soit je vais analyser pourquoi il était, soit je triche. Bon, là, je ne vais pas analyser parce que ce n'est pas l'idée. Je vais juste vous montrer qu'en fait, les données, en fait, ça, c'est le taux garanti, 99%. Mais si je passe à 80% de disponibilité, là, on est bien. Hein? Voilà. En fait, c'est tout. C'est juste le contrat de service qu'il faut changer. Bon, après, vous avez, en fait, si on descend, voilà, j'ai oublié de l'ouvrir celui-là. Voilà. Là, on a les différents clusters. Et en fait, on peut aller voir le détail du cluster qui ne va pas bien. S'il veut. C'est la démo, hein, donc voilà. Voilà. Et là, on a un tableau de bord, par exemple, détaillé sur un cluster en particulier. On zoome. Et en fait, c'est toujours le principe du zoom. Plus on descend, plus on rentre dans les détails. Vous voyez? Bon, je ne vais pas vous le faire, mais voilà, c'est de plus en plus détaillé. On a parlé d'un deuxième aspect, c'est les pipelines de création de clusters. Donc nous, on utilise Concourse pour ça. Et là, vous avez, par exemple, le pipeline de création de clusters pour l'environnement PKS, prod, SDDC. Donc, dès qu'un cluster est créé, c'est par là que ça se passe. Dès qu'on change un paramètre, on relance ce pipeline et ça va mettre à jour automatiquement le cluster. Et donc, de la même manière, il le fait pour les clusters RKE2, puisqu'on vous l'a dit, on est hybride de ce point de vue-là. Voilà. Hop. À toi de jouer. Ok. Donc, Daniel m'a un peu spoilé le sujet. Là, on n'a pas parlé encore des RKE2, mais ça tombe bien, la transition. Donc, effectivement, en 2021, si on peut voir la lumière, s'il vous plaît. Merci.
En 2021, donc, on fait le choix d'une solution alternative à K8S, donc basée sur TKG. Je vais continuer quand même en parallèle. Donc, on commence à déployer les clusters RKE2, donc de l'éditeur SUSE, par rapport à un besoin utilisateur qui nous a été remonté dans un contexte d'intelligence artificielle, où l'équipe avait déjà des workloads qui étaient déployés sur les environnements K8S, mais il y avait des besoins d'avoir certains traitements qui puissent se réaliser sur des GPU, donc GPU, machine physique. Donc, on a introduit à cette période-là la notion de cluster hybride, dédié à cette équipe IA, où, suivant les traitements qui devaient être réalisés, on pouvait les orienter soit sur des worker nodes classiques sur VM, avec des CPU standards, ou, pour ces traitements spécifiques, les orienter sur des machines physiques avec ces GPU. Donc, ces clusters hybrides, il fallait qu'on trouve une solution, et donc en regardant un petit peu, RKE2 permettait de réaliser cette gestion des clusters cette notion de cluster hybride. Est arrivé donc avec RKE2, Rancher Management, qui est aussi un outil d'administration, qui, on le verra un petit peu plus tard, nous permet aussi de travailler sur la partie sécurisation, etc. Et pour finir, cette partie historique, dernier point à noter, jusqu'à maintenant, vous l'avez compris, on était très orienté sur des déploiements clusters typés K8S, TKGI, Tanzu. Et avec ce retour d'expérience, avec la mise en place des clusters RKE2 sur ce cas d'usage un peu spécifique, on a décidé de partir sur une approche d'une double offre, on va dire, à la fois à part égale, donc déployer à la fois des clusters RKE2 et à la fois des clusters TKGI K8S. Dans un but, éventuellement, de s'appuyer sur des fonctionnalités qui pourraient être disponibles sur une distribution, pas l'autre, et dans un cas de figure un peu plus critique, en cas de bug rencontré sur une des distributions, de basculer facilement sur une autre distribution. Voilà pour notre histoire. Fort de ces 4 ou 5 années d'expérience, je vous propose de partager un petit peu ce retour avec une vision plutôt utilisateur, en retenant un petit peu les valeurs qui nous ont motivés sur cette période autour de cette gestion des plateformes. Donc, c'est une plateforme pour nous qui, pour objectif, d'être essentiellement orientée utilisateur, valeur apportée aux clients, afin de simplifier l'expérience utilisateur des développeurs. Alors, on parle derrière ça parle donc valeur, ça parle satisfaction client. Et vous allez me dire comment on fait pour s'assurer que la satisfaction est au rendez-vous. Donc, en 2021, on s'est lancé dans une campagne de sondage basée sur un sondage type NPS, je pense que vous devez connaître, Net Promoter Score, qui nous permet d'aller interviewer les équipes développeurs qui utilisent la plateforme afin de savoir s'ils sont satisfaits du service qu'on leur rend ou pas. Donc, on a eu quelques difficultés à avoir les retours, c'est pas forcément évident, mais plutôt, donc on pouvait s'attendre à ce que soit on avait beaucoup de retours, mais parce que ça fonctionnait pas bien, en général ça se passe comme ça. Là, c'était pas le cas. Voilà, donc on a obtenu une note, donc je ne vous fais pas tout le mode de calcul, NPS, etc. On a obtenu une note de 75, ce qui était très satisfaisant. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, à partir de 50, c'est déjà un très très bon résultat. Donc, ce n'est pas des campagnes qu'on fait régulièrement, hein. C'est un peu compliqué à mettre en place, comme je vous dis, mais c'est intéressant quand même d'aller sonder les équipes qui utilisent la plateforme pour savoir si la valeur attendue est là. La sécurité. Alors on dit, oui, la sécurité, c'est essentiel, etc. Alors on n'a pas eu une approche au niveau de la sécurité peut-être complètement identique aux autres. On s'est dit que dans un premier temps, pour que l'adoption soit au rendez-vous, que les équipes de développement viennent travailler sur ces plateformes, on n'a pas cherché à trop sécuriser ces environnements pour éviter toutes les contraintes que ça pouvait comporter. Donc on a plutôt une approche de dire c'est du libre service, venez. En gros, tout le monde était cluster des admins, quoi. Donc là, on est dans une approche maintenant où on a l'adoption, les équipes développement utilisent ces plateformes. Donc on va passer dans une phase maintenant où on va chercher à sécuriser davantage effectivement ces clusters. Un des enjeux, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas réinsister dessus, mais c'est l'observabilité essentielle pour comprendre ce qui se passe sur les plateformes, savoir si c'est au niveau de l'application qui peut avoir un problème, si c'est au niveau de la plateforme K8S ou aussi au niveau de
de l'infrastructure. Donc on a vu tout à l'heure, il y a des dashboards, d'autres dashboards sont disponibles aussi, on a mis en place, qui permettent de se distinguer un petit peu là où on peut rencontrer le problème. La reproductibilité, on vous a fait la démonstration tout à l'heure au travail de pipeline concours pour que les actions de montée de version soient répétables, testées, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Et un élément essentiel, la conformité. Ce sont des plateformes qui sont mutualisées, utilisées par multiples équipes de développeurs, donc les ressources ne sont pas infinies. Donc on a pas mal bataillé pour que les équipes puissent appliquer des bonnes règles de configuration de leur workload, de leur pod, pour qu'ils respectent des règles de dimensionnement en termes de CPU et RAM. C'est un petit peu compliqué, on a une approche très pédagogique au début, d'accompagnement, pour leur expliquer ce qu'il fallait faire. Et puis, à un moment donné, on a mis en place des outils avec une approche plus coercitive pour leur dire attention, si vos composants ne respectent pas les règles, ils ne sont pas déployés. Et la résilience, élément essentiel, mais qui là, du coup, est quand même assez intrinsèque aux solutions K8S. Voilà. On a parlé beaucoup technique. Alors, qui se cache derrière tout ça? Donc, petit zoom sur l'équipe plateforme. Donc, c'est une équipe dédiée de 10 personnes. Alors, contrairement à la petite photo, désolé, mais désolé, on n'a pas la chance d'avoir de genre féminine représentative dans notre équipe. C'est un petit peu dommage, que des hommes. Donc 10 personnes réparties sur 3 sites, voilà, avec des personnes qui sont plutôt d'origine Ops, techniquement, dans l'équipe, issues de support technique et applicatif. Voilà, donc en termes de fonctionnement, de pratique, on s'appuie beaucoup sur les méthodes agiles. On travaille en mode de sprint, sous forme de sprint d'une semaine. Chaque fin de sprint classique, on fait donc une phase de démo et de rétrospective. Voilà. Donc, on n'est pas les seuls au sein de la démarche, on n'est pas la seule équipe au niveau de la démarche TMJ. D'autres équipes sont là aussi pour adresser l'ensemble des sujets, notamment une équipe transverse avec un PM et des lead tech sur lesquels on s'appuie pour assurer un petit peu l'ensemble de la cohérence de tout ça. Et puis des équipes aussi qui sont plus proches des équipes de développement, qui accompagnent davantage encore les équipes qui veulent embarquer sur ces plateformes-là. Donc fort de ces 5 années, je suis allé un peu vite là, avec le bouton, voilà, des éléments qui nous semblaient essentiels à partager avec vous, qui sont des facteurs de réussite. On l'a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on a entamé comme démarche, c'est une transformation à l'échelle de la DSI, donc important. Donc sans sponsor, sans personne, sans directeur, sans représentant de haut niveau, cette transformation, clairement, elle ne peut pas fonctionner, quoi. Il faut qu'il y ait des appuis, des relais, vraiment un haut niveau de direction. Et on a eu la chance, dans cette expérimentation, d'avoir des représentants de direction de différentes directions. L'écoute utilisateur essentielle pour capter leurs besoins voilà, et répondre au mieux à leurs besoins. Le droit à l'erreur, parce qu'on a essayé d'innover, d'apporter des choses nouvelles. Donc ça ne fonctionne pas toujours. On l'a vu tout à l'heure, on a pris des risques, il y a eu des dysfonctionnements. C'est d'accepter ces prises de risques. Et puis, on a le droit de se tromper. Mais si on se trompe, on pivote, on change d'approche et tout repart. On est une équipe, alors ça c'est propre un peu à notre équipe, c'est une équipe qui est volontaire. On n'a pas désigné des personnes pour venir travailler avec nous. C'est des gens qui ont adhéré à l'idée, à l'approche et la valeur qu'on a voulu apporter aux équipes, produits, développement. Et donc c'est des gens qui sont volontaires pour travailler avec nous et qui aujourd'hui sont motivés, on va dire. Tout ce qui est communication, c'est essentiel. On a des canaux de communication directs avec les utilisateurs pour les informer, les tenir au courant de ce qui se passe sur les plateformes, même en cas d'incident, expliquer ce qui s'est passé. Donc communication, transparence, essentielle. Les pratiques de développement, j'en ai pas parlé. Il y a une période dans l'équipe où effectivement des développeurs sont venus en immersion dans notre équipe. Voilà, on n'avait pas cette culture-là. Et ça nous a permis de monter en compétences. Essentiel aussi voilà, cette immersion sur les pratiques de développement, de test. Et tout ça pour que des équipes soient épanouies. Bon.
Je vais essayer d'aller très vite, il ne me reste que 4 minutes, alors j'avais prévu qu'il y ait un peu plus, mais c'est pas grave. Alors, notre infrastructure, notre écosystème. On a une infrastructure, on vous l'a dit, moitié RKE2, moitié TKGI qui tourne sur du VMware SDDC, dans de l'infrastructure VMware Tanzu. C'est du full on-premise, on est entièrement chez nous, quoi. Catalogue de services. Lorsqu'on crée un cluster, il n'est pas vierge, quoi. Il y a tout un tas de services avec. Donc, juste rapidement, pour le monitoring, on a Prometheus et Grafana, et grâce à Thanos, par exemple, on peut centraliser tous les logs pour avoir tout ça sur un seul Grafana. On a Kyverno qui nous permet de s'assurer de la conformité et de, par exemple, s'assurer que lorsque un pod est déployé, il y a bien des limites qui sont mises dedans. Et s'il n'y a pas de limite, il y a certains où c'est juste des warnings, dans d'autres, on interdit tout simplement. Ou alors, les offres de services aussi. Une équipe de développement va décider d'utiliser OpenTelemetry, par exemple, ou App Dynamics. Elle le fait juste en mettant un label, et automatiquement, ça va lui installer ce qu'il faut. Bon, pour le reste, oui, important. Par exemple, Velero, c'est pareil. Velero pour les backups. Les backups, c'est entièrement de la responsabilité des équipes de développement. Elles sont autonomes pour décider si elles veulent ou pas faire des backups, comment elles les restaurent, etc. C'est plus du tout les ops qui vont décider de gérer les backups, de faire les backups, de restaurer. Les moyens pour la communication, on a Confluence, on a Mattermost pour la com, on a Teams qui nous permet le travail en collaboratif, et on a Jira pour toute la gestion de nos sprints et des différents jobs. Au niveau CI/CD, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de possibilités. En fait, c'est simple. Les équipes de développement décident ce qu'elles veulent utiliser, tout simplement. Voilà, elles sont libres. Elles sont responsables de ce qu'elles font et de comment elles le font. C'est exactement pareil pour les workloads. On a tout un tas de workloads qui sont proposés. Eh bien, ces workloads, là aussi, les équipes de développement vont décider d'utiliser Quarkus ou pas, mais c'est leur problème. C'est eux qui décident d'utiliser tel ou tel workload. Demain, désolé, je vais un peu vite. Voilà. Donc, demain, ce qu'on veut, c'est simplifier l'expérience utilisateur. Alors, pour ça, on veut réduire les codes techniques. Juste une petite anecdote. Lorsqu'on est passé de Traffic V1 à Traffic V2, ça a mis plus de 6 mois. C'est pas possible. Ça a mis plus de 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que toutes les équipes de développement aillent mettre à jour leur code technique pour tenir compte des spécificités de la version 2 de Traffic. C'est pas possible. Donc il faut que les choses soient agnostiques. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, rendre les choses agnostiques. Et aussi rendre les applicatifs agnostiques sur les clusters dans lesquels elles vont être déployées. Bon, je vais vite, je passe sur l'essentiel. Pour ça, pour faire tous ces agnostiques, on fait une expérimentation actuellement. On est en train d'expérimenter la notion de supply chain. Pour ça, on le fait avec VMware Tanzu Application Platform, qui, lui, en fait, est un framework qui intègre tout un tas d'outils. En fait, peu importe qu'on utilise demain ou pas TAP. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous a permis de découvrir des produits qu'on va probablement utiliser. Des produits comme Backstage, comme Knative ou comme les Buildpack, ça apporte énormément, en fait, pour justement apporter ce côté agnostique et cette simplification. Voilà. Donc, combien il me reste là ? Plus rien. Il reste 10 minutes, regarde. Non. Voilà. Donc, rapidement, je vous montre je voulais vous les montrer en live, mais je crois qu'on va faire l'impasse. Voilà, je vous ai parlé des GitOps et du catalogue de services. En fait, ça se passe comme ça. On a les différents services. Dès qu'une nouvelle version arrive, automatiquement, il y a le pipeline qui va faire un test unitaire, un test d'intégration, et puis après, il va les déployer sur un groupe de clusters, puis un autre groupe de clusters, puis un autre groupe de clusters. Et à l'arrivée, on a Fleet dans Launcher, dans lequel on voit que, par exemple, on a tel ou tel service qui est déployé ou pas sur tel ou tel cluster, qui est à disposition. Et ça, c'est important, parce que pour mettre à l'échelle, pour gérer tous nos clusters et faire en sorte de garantir qu'on aura bien la même version de chaque composant sur tous les clusters en temps réel, enfin en permanence, il nous faut ce genre d'outillage, et c'est ce qu'apporte GitOps. On a aussi des tableaux de bord
produit, c'est important, c'est-à-dire qu'on leur fournit en fait des templates de tableaux de bord, et chaque équipe produit fabrique son propre tableau de bord grâce à ça. Là, je vous donne un exemple d'un tableau de bord produit dans lequel on a les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est ce qu'on appelle les ENF, et c'est avec Kyverno qu'on contrôle automatiquement qu'il y a certains contrôles qui sont faits, enfin que certains critères sont respectés. Là, je vous donne, par exemple, quand c'est en panne, voilà, quand il y a une anomalie, ben voilà, en nombre de restart à 1. Et on a un accompagnement, un accueil pour TMJ. On a un site sur lequel ils arrivent et on les accompagne. On accompagne toutes les nouvelles équipes qui veulent arriver. On a des starter kits. Et un starter kit, c'est vraiment, voilà, on les prend par la main pour les amener jusqu'à la production. Voilà. Merci.